bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de villes, de sucre à réduire, mais pas trop non plus, de sommeil actif et de défis santé actuels. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end, qu'il fait bon chez vous, que vous avez pu profiter pour faire un peu de sport, sortir, je sais pas, faire ce que vous aviez à faire. Et je vais pas trop perdre de temps, de manière à pas trop vous réduire les sujets importants. Alors, le premier, vivre en ville n'est plus une bonne solution pour les enfants. C'est un sujet alors le titre original, c'est Diminishing Hills Benefits of Living in Cities for Children and Teens, avec un super accent. Vous avez le lien pour toutes les références de ce podcast, comme d'habitude, dans les notes de l'émission. Pourquoi je voulais vous parler de cet article ? Parce que quand vous avez ou un certain âge, ou des enfants, ou envie d'un certain confort de vie, de vivre dans une ville ou très proche d'une grande ville, mais quand je dis très proche, c'est la banlieue collée en fait, où vous avez accès aux commodités, à toutes les commodités, aux services de transport en commun, etc. Dans le discours commun, on va dire, tout le monde dit tu verras quand tu auras des enfants ou quand tu as des enfants, c'est beaucoup plus simple parce qu'il y a tout, il y a la crèche, il y a l'école primaire, il y a les collèges, il y a les lycées, il y a les nounous, il y a les médecins, etc. Bon, faut pas oublier que c'est une situation de confort. Quand je dis une situation de confort, c'est-à-dire qu'avant, il y a eu un monde où il n'y avait pas ça, et si on est là aujourd'hui pour en parler, c'est que tout le monde a survécu à ça. Mais bon, le travail n'est plus le même, etc. Maintenant, les deux personnes travaillent dans le foyer, globalement, donc c'est plus la même chose aussi, je suis d'accord. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, donc tout ça, on est d'accord, c'est pour le bien-être des enfants. C'est-à-dire qu'ils aient accès à une bonne école, on ne sait pas si elles sont meilleures d'ailleurs, mais qu'ils aient accès à l'école, qu'ils aient accès aux soins et tout, c'est pour la santé et le bien-être des enfants. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Sauf que, en fait, ces avantages, ils sont en train d'être détruits par les inconvénients d'autres choses. Et ces inconvénients, je vais vous en parler tout de suite. Donc cet article et cette étude soulignent que les avantages traditionnels pour la santé associés à la vie urbaine pour les jeunes sont en déclin. Les facteurs clés incluent la pollution, la sédentarité, le stress et un accès réduit aux espaces verts qui contribuent tous à une baisse de la qualité de vie et augmentent les risques pour la santé chez les enfants et les adolescents vivant en milieu urbain. Donc on voit bien que la pollution, la sédentarité, le stress, le manque d'espaces verts, ça impacte fortement la santé alors mentale et physique des gosses et des adolescents. Ce qui veut dire qu'en pensant bien faire pour beaucoup, en s'installant en ville et proche de tout, finalement, indirectement, vous faites du mal aux gosses. Enfin, à vos gosses, quoi. J'aime bien utiliser des mots un peu provoques comme ça parce que, il suffit parfois de pas aller très loin pour récupérer un peu de verdure, quoi. Des fois, il faut s'éloigner d'1 kilomètre, 2 kilomètres, 3 kilomètres, allez, maximum 5 d'une grande ville pour récupérer des arbres, des espaces verts, des champs, etc. Après, c'est un choix à faire. Est-ce que c'est vraiment pour la santé des enfants ou est-ce que c'est pour le confort des parents ? Le confort de pouvoir aller les chercher parce que travail et tout, ce qui est... ça s'entend, moi je critique pas. Mais il faut savoir, c'est pareil. Pour les enfants, en tout cas aujourd'hui, les villes sont devenues tellement entre guillemets malsaines c'est maintenant en conscience, faut se dire ok, ça met mes enfants dans une mauvaise posture au niveau santé, quoi. Et sans parler de toutes les sollicitations que les gosses vont avoir face au fast-food, au kebab, aux américains, tous ces trucs-là. Pourquoi je parle de ça ? Parce que quand j'étais ado,
Bon, moi, après, je suis peut-être pas un bon exemple parce que je suis quelqu'un de gourmand à la base, mais c'était inconcevable pour moi d'aller faire un tour en centre-ville sans m'arrêter, soit dans un kebab, soit dans un américain, soit dans peu importe, tous ces trucs-là de fast-food, etc. Donc, parce que c'était pas présent dans les patelins dans lesquels j'habitais autour de la ville, où il y en avait moins qu'aujourd'hui en tout cas. Donc forcément, plus il y a de sollicitations, plus vous êtes exposé à de la malbouffe, enfin voilà, plus le stress, plus le manque d'espace vert, plus quand les seules activités qu'il y a, c'est dépenser du fric pour bouffer ou pour jouer aux jeux vidéo ou pour aujourd'hui maintenant les gens restent chez eux pour jouer aux jeux vidéo, mais c'est du Uber Eats, c'est du machin, donc se faire livrer de la bouffe et tout, donc c'est sédentarité, malbouffe, pollution, stress, accès réduit aux espaces verts. C'est pas un super environnement. Alors pour les enfants, mais aussi pour les adultes, parce que ce qui marche pour les gosses, ça marche pour vous. C'est juste que vos gosses, en fait, parce que moi j'en ai pas encore d'ailleurs, mais les gosses que vous avez aujourd'hui, ça leur offre pas le meilleur cadre de vie. Même si ça fait chic et bobo d'habiter dans les beaux quartiers, ça reste quand même un endroit où ils seront en moins bonne santé que s'ils étaient dans les espaces verts. Enfin, avec des espaces verts à proximité, avec moins de pollution, etc. Donc c'est un choix à faire en conscience, encore une fois qu'on le sait, c'est ce que j'aime bien dire, la meilleure stratégie en fait c'est de pas savoir les choses. Parce que si vous ne savez pas les choses, vous n'avez pas de culpabilité, vous n'avez pas mauvaise conscience, vous pouvez vous regarder dans le miroir et tout. Ce que je dis, la problématique, c'est, je dis à tout le monde, je dis attention, à partir du moment où tu vas prendre conscience des choses, quand tu vas apprendre et comprendre certaines choses, le simple fait d'en prendre conscience, c'est foutu, parce que tu pourras plus l'occulter, quoi. Tu vas savoir le truc et tu vas plus pouvoir t'empêcher de voir quand t'agis mal, en fait, ou de la mauvaise façon. Donc là, c'est une petite prise de conscience pour ça. Et c'est intéressant de voir à quel point en une génération, allez, 2 générations, ça a changé. Parce que quand nous, on était gosses, la ville elle n'était pas autant dévastée par le béton, mais elle n'était pas autant inondée par la malbouffe, toutes ces choses-là. Alors la pollution, je pense que ça a dû réduire ça par contre, parce que les grandes villes sont aujourd'hui moins fréquentées par les bagnoles qu'avant. Même si on a l'impression qu'elles le sont plus par les bouchons, en fait c'est parce que beaucoup de rues sont devenues piétonnes et tout, quoi. Même si globalement il y a plus de monde, il y a aussi ça qui rentre en jeu, quoi. Bref, je trouvais cet article intéressant parce que ça pourrait donner, quand je vois beaucoup de personnes, écolos, bobos, tout ça, vivre en ville, non mais barrez-vous, en fait, allez, vivez le truc à fond, allez dans la nature, allez, et puis, en fait, plus il y aura de monde dans les petits patelins, plus les écoles, plus il y aura enfin, les meilleures écoles, après, enfin, c'est plus tard, quoi. C'est pas enfin j'en sais rien en fait, je m'en fous, c'est pas mon sujet, l'éducation, j'y connais rien et c'est certainement pas moi qui vais vous donner des leçons là-dessus. Deuxième article, on ne peut plus se passer du sucre. C'est un article qui s'appelle en anglais Finding the Sweet Spot in Sugar Reduction. Donc en fait c'est toujours pareil, c'est des articles qui synthétisent des études récente, donc qui souligne que la réduction du sucre dans les aliments et boissons est essentielle pour lutter contre l'obésité et les problèmes de santé associés. Donc ça, on le sait tous. Il est crucial de trouver un équilibre entre la réduction de sucre et le maintien du goût et de la texture des produits. Les alternatives au sucre et les techniques de reformulation jouent un rôle clé pour atteindre cet objectif, tout en répondant aux attentes des consommateurs en matière de goût. Donc déjà, ce que je vois dans cette première partie de petits résumés, pour lutter contre l'obésité, ça y est, c'est dit, c'est avéré, c'est répété, c'est rabâché, le sucre, il faut le réduire. Alors ça vous paraît évident à vous, parce que vous sentez concerné, vous étudiez la diète et tout ça, enfin depuis quelque temps, déjà vous baignez dans ce petit monde du fitness. Mais ça y est, maintenant, même aux yeux du grand public, parlez-en autour de vous, le sucre,
Ça y est, c'est même E égale M6 en parle. Enfin, il y a quelques années encore, c'était vraiment le gras, le gras, le gras, le gras, le gras. Le sucre étant le carburant de la bonne santé et tout ça. Hein. Et aujourd'hui, ça vous paraît évident à vous, mais il y a quelques années, c'était encore le sucre. Arrêtons de diaboliser le sucre, c'est qu'une question de quantité, blablabla, etc. Bon. Aujourd'hui, le sucre de table, on va dire, hein, enfin, à quoi ça sert en fait ? Mieux vaut consommer des fruits, des glucides, des féculents de bonne qualité. Enfin, pourquoi je veux dire, ça n'a pas d'intérêt santé à consommer ce genre de produits, alors qu'avant on vous disait que si. Hein. On vous disait même qu'il fallait un minimum de ces aliments-là, comme si on n'avait pas pu survivre sans ça durant des millions d'années, quoi. Non. Bref. Donc, il est crucial de trouver un équilibre entre la réduction de sucre, donc là, ils disent, c'est leur objectif, en fait, hein, de trouver un équilibre entre la réduction du sucre, pour pouvoir rendre les gens moins obèses et avec moins de problèmes de santé, et de maintenir du goût et de la texture des produits. C'est-à-dire que ils veulent pas revenir en arrière parce qu'ils ont tellement habitué. Alors, quand je dis ils ont tellement habitué les gens, je me mets dedans. On a tellement tous été habitués à des nouvelles saveurs grâce à des formulations d'aliments transformés trop sucrés et tout, que les industriels ne veulent pas revenir en arrière. En fait, ils envisagent même pas de revenir en arrière sur des choses plus fades. Ils se disent, mince, comment on fait pour conserver ces textures-là sans les rendre trop sucrées ? Mais là, je vous le donne dans le mille, ça va vous donner des aliments encore plus transformés. Donc c'est encore un problème. Donc c'est reculer pour mieux sauter, quoi. Encore une fois, il y a une chose toute simple à faire. Vous savez, je vous en parlais dans un autre article ou un autre podcast ou je sais plus où. J'expliquais qu'en fait, les gens, en fait, quand ils se mettent à trop manger de produits sucrés, ça crée, enfin, trop de produits transformés, gras, salés, sucrés, etc. Il y a des études qui l'ont montré qu'à terme, ça modifie. Par exemple, je vais vous prendre un exemple concret. Quand j'étais ado, jeune adulte, enfin quand j'ai pris mon premier appartement, donc très jeune adulte, à 18 ans, je me nourrissais uniquement d'aliments que, mes goûts étaient satisfaits, et 2, où mon portefeuille se trouvait pas trop pénalisé, ce qui veut dire de la bouffe de très mauvaise qualité. Des pâtes blanches premier prix, de la crème fraîche premier prix, des lardons premier prix, beaucoup de gâteaux apéro type, je vais pas citer la marque, mais vous savez, des trucs qui commencent par curl et qui finissent par lit, des choses comme ça, quoi. Donc, avec une alimentation comme ça, je câble mon cerveau, mon circuit de la récompense, à une certaine appétence, à un certain niveau d'exigence en termes de goût, pas en termes de qualité, mais en termes de goût. Ce qui veut dire qu'après, des aliments comme du riz blanc, comme des flocons d'avoine, comme des fruits, deviennent fades. Et c'est ça le problème, c'est que certains vont vous dire « mais mange un fruit, c'est bon, etc. » Mais quand on est habitué à ce genre d'aliments-là, donc dont je viens de parler avant, de ceux que j'ai pu consommer dans ma jeune vie d'adulte, pour nous, oh là là, c'est pas possible. C'est comme dire à quelqu'un qui boit du vin à tous les repas de boire de l'eau. Il n'y arrive pas, en fait. Aujourd'hui, puisque je suis la preuve qu'on peut se recabler. Pourquoi ? Parce que pour moi, aujourd'hui, un fruit est un dessert et une sucrerie et une gourmandise. Donc, comme quoi, c'est possible de se recabler. Mais le surpoids, une piste du surpoids serait que ça n'est pas génétique, mais c'est comportemental. C'est-à-dire que parce qu'on s'est tourné vers des aliments trop appétants, trop stimulants, qui engagent trop le circuit de la récompense, qui sont trop dopaminergiques, je sais pas si on peut dire les choses comme ça, mais vous avez compris, le reste devient fade, on les choisit pas parce qu'on sait qu'on les choisit pas dans les grandes surfaces parce qu'on sait que ils vont pas satisfaire nos besoins, nos envies. Donc du coup, on va prendre des aliments qui vont satisfaire. Enfin, il faut que ça coche 2 cases, hein, budget et circuit de la récompense, faut qu'on soit comblé, quoi. Donc c'est sûr que quelqu'un qui a l'habitude de manger du chocolat de type du chocolat au lait ou du chocolat blanc bien sucré, c'est inenvisageable pour lui de manger du chocolat noir à 90-95%. Pour lui, c'est une torture. En fait, il préfère même pas en manger, quoi. Un bon exemple pour ça, c'est mettez-vous encore du sucre dans le café.
Si vous en êtes encore à l'étape de mettre du sucre dans le café, c'est qu'il y a encore un petit chemin à faire. C'est-à-dire qu'on peut commencer par ça déjà. Est-ce que vous mettez 2 sucres dans votre café? Oui. Bon, commencez par en mettre qu'un seul. Et habituez-vous à un. Je sais que là, vous êtes en train de dire, comment ça, il recommande encore du sucre dans le café? Non, mais je dis progressivement. On se désexpose progressivement. Puis après, vous passez à un demi, puis un quart. Puis après, vous enlevez. On en parlait hier soir, d'ailleurs, avec un pote. Lui, il lui a fallu 2 semaines pour tolérer le café sans sucre. Il l'a fait immédiatement. Moi, il m'a fallu, pareil, à peu près, j'ai arrêté d'en mettre, puis j'ai continué à en boire, et ça s'est très bien passé. Mais je vous parle de ça, c'est pareil, j'avais 18-19 ans, quoi. Donc la problématique, c'est que là, l'industrie veut continuer à satisfaire les papilles, parce qu'ils savent très bien que les gens, ils vont continuer à vouloir se faire plaisir avec de la bouffe, parce que la bouffe, comme le disent certains psychologues, c'est un moyen de se faire plaisir assez facile et assez universel. Donc ils veulent pas revenir en arrière sur la stimulation des papilles, parce que en fait il y a une forme de compétitivité alors il y a une compétition en termes de prix dans l'industrie agroalimentaire, mais aussi au niveau du goût. C'est-à-dire qu'il faut avoir le truc le moins cher possible et avec le meilleur goût possible. Je vais vous dire honnêtement, chez moi en tout cas, ce qui fonctionne le mieux de ce côté-là, au niveau argent et goût, ce sont les Kinder Chocobon. C'est-à-dire que moi, je suis pas capable de m'arrêter d'en manger. Si je mets la tête là-dedans, je suis pas capable de m'arrêter. Et au niveau prix, c'est pas excessif. Regardez, comparer le prix par rapport à d'autres trucs, c'est pas excessif. Donc du coup, c'est le bon ratio. Pas trop cher, et la personne va se resservir, quoi, et va avoir envie d'y revenir. Donc moi, il faut pas qu'il y en ait chez moi, parce que sinon alors si je suis en semaine et tout, j'arrive à rester focus sur mes objectifs, mais le week-end par exemple, où je lève un peu le pied, j'embraye un petit peu sur la diète, je débraye un peu plutôt sur la diète, oulala, attention, il faut me le rationner, c'est pour ça j'ai des méthodes pour ça, mais je suis un être humain comme tout le monde, hein, avec mes forces et mes faiblesses, quoi. Donc, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'en fait, eux, ils continuent à travailler sur des aliments qui vont vous stimuler ça. Moi, il y a un truc tout con à faire. C'est qu'étant donné qu'on a été stimulé par de l'appétence de plus en plus élevée pour des aliments, on peut commencer à réduire progressivement. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des grands changements dans les recettes, il y a une loi toute simple à la faire. Tous les 6 mois, vous baissez de X% le taux de sucre des aliments. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va pas sentir la pilule passer. Quand je dis X%, c'est des tout petits pourcentages. Alors évidemment, moins il y aura de sucre, plus les marges vont vont réduire aussi, puisque le sucre étant un ingrédient, alors subventionné, je sais pas si c'est subventionné en France, mais ce qu'on extrait des betteraves et tout, je pense que oui. Mais en tout cas, c'est un ingrédient qui coûte pas trop cher. Donc en exposant de moins en moins la population, ça a été fait déjà pour des choses, hein. Ça a été déjà fait de réduire ou d'augmenter certaines substances pour tamponner des carences, notamment l'iode avec le sel. Mais là, on pourrait réduire progressivement le sucre sans chercher à remplacer, sans maintenir les gens addicts à cette appétence sucrée. On peut réduire et désexposer progressivement. C'est possible puisque les gens, au niveau individuel, arrivent à le faire. Et après, ceux qui veulent manger encore très sucré, ils rajouteront du sucre, ils achèteront leur paquet de sucre à côté, ils rajouteront du sucre, et puis voilà. Mais retrouvons une alimentation plus raisonnable, en fait, qui peut être très bonne, hein. Puisque généralement, en plus, les gens disent que quand ils retrouvent le goût, ils se mettent à apprécier des choses beaucoup plus... des bonnes viandes, des bons produits, etc. D'ailleurs, j'ai un truc à dire sur la viande. Vous savez qu'aujourd'hui, ce qui est dans le viseur, c'est la viande. Et la viande, au niveau de l'empreinte carbone, l'écologie et tout, manger de la viande, c'est tuer la planète. Bon. Visiblement, tous les écolos sont d'accord là-dessus. Moi, je remets pas en question leur point de vue. C'est eux les experts, c'est pas moi. Par contre, j'ai regardé rapidement ce matin un petit article qui disait qu'en seconde position, quand même, qui est quelque chose dont personne ne parle, c'est le lait, les produits laitiers. Oui, parce que ça vient aussi de la viande, hein, indirectement, les produits laitiers. Et je sais pas pourquoi, mais on n'en parle pas du tout. Alors, c'est de manière naïve que je dis ça, mais les produits laitiers ne sont pas du tout dans le viseur
des écolos, en tout cas des écolos qui ont la parole, qu'on entend beaucoup et tout. On chasse beaucoup la viande, mais on chasse pas du tout les produits laitiers. Pourquoi ? Alors vous allez me dire, oui, mais c'est normal, c'est parce que c'est moins, l'empreinte carbone est moindre par rapport à la viande. Oui, mais ça c'est quand même en deuxième position. Enfin, le graphe, il le mettait en deuxième position. Il y a encore une aura autour des produits laitiers, notamment en France, une aura santé qui m'impressionne en fait. C'est-à-dire qu'il y a une auréole, comme dirait, je crois que c'est Étienne Klein qui parle de halo symbolique. Oui, je crois que lui-même le reprend de quelqu'un d'autre. Il y a un halo symbolique santé autour des produits laitiers qui m'impressionnera toujours. C'est-à-dire que je pense qu'on répète un petit peu comme, vous savez, ces fausses études scientifiques qui ont été répétées au point que ça en est devenu ridicule parce que ça avait été une pièce montée par des journalistes et tout pour regarder si c'était réellement vérifié tout ce qui était publié dans les littératures scientifiques. Là, j'ai l'impression que c'est la même chose depuis des années, quoi. Et on vous rabâche qu'il faut des produits laitiers. Ah là, il en faut. Je vois pas en quoi c'est indispensable. Et dès qu'en fait on pose concrètement la question à quelqu'un qui vous recommande fortement, il va vous dire c'est pour le calcium. Non mais le calcium en fait, il y a une liste longue comme le bras d'aliments qui peuvent fournir du calcium. Et puis comment dire, la manière de fixer le calcium, ça dépend pas que des produits laitiers, donc de la source alimentaire qui va en fournir, donc les produits laitiers ou d'autres aliments, mais du statut en vitamine D, en vitamine K pour bien le fixer et bien l'assimiler. Donc il y a quand même, je sais pas, il y a un truc bizarre parce que du coup on occulte beaucoup. Alors la viande, par contre, elle en prend plein la poire. Hein. La viande, c'est mais encore une fois, la viande, comme je vous disais, c'est un des produits qui est le plus difficile à marketer, à vendre. Et puis là, on fait le moins de marge parce que c'est cher, c'est complexe, c'est comment dire. On peut pas la normaliser, on a du mal à la normaliser, à la réguler, à avoir une production stable et tout. Donc c'est un produit qu'on peut facilement laisser tomber. Et des fois, moi, j'ai un peu peur, sous couvert d'écologie, qu'on essaye de tourner les gens vers un produit alimentaire plus stable en termes de production, plus lisse et beaucoup plus transformé. C'est ça mon inquiétude. Donc bon, c'est un peu comme enfin bon, bref, voilà. Et donc voilà, j'avais juste à dire ça par rapport au lait. Le lait, renseignez-vous un peu sur l'empreinte carbone du lait, des produits laitiers. Et quand une personne arrête la viande mais n'arrête pas les produits laitiers à côté, ou ne réduit pas, ou ne fait pas, ou compense d'ailleurs avec des produits laitiers pour avoir soi-disant ses protéines et son calcium, posez-lui la question pour savoir si elle a hiérarchisé un petit peu tout ça dans sa tête et qu'elle a regardé des sources sérieuses sur les impacts, les empreintes carbone des aliments, quoi. Sport pour réduire le manque de sommeil, donc c'est le dernier sujet du podcast. Donc l'article explore l'influence positive du sport sur la diminution des effets négatifs résultant d'une mauvaise nuit de sommeil. Selon des études récentes, la pratique régulière d'exercice physique contribue à améliorer la qualité du sommeil en favorisant la détente et en réduisant le stress et l'anxiété. De plus, le sport permet de réguler le rythme circadien, ce qui peut aider à prévenir les troubles du sommeil et à réduire les risques associés à un sommeil insuffisant. En intégrant une activité physique quotidienne, les individus peuvent atténuer les effets indésirables d'un mauvais sommeil, tels que la fatigue, l'irritabilité, la baisse des performances cognitives et la somnolence diurne, donc durant la journée. La pratique sportive est également bénéfique pour la santé mentale, améliorant l'humeur et réduisant les symptômes de dépression et d'anxiété. Donc, vous le savez qu'il faut bien dormir quand on s'entraîne pour bien récupérer. Mais l'inverse fonctionne aussi. Il faut bien s'entraîner pour bien dormir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aura, et j'en suis convaincu, de plus en plus d'études montrant les effets positifs de l'exercice et de l'activité physique
sur la qualité du sommeil. Pourquoi ? Parce que le monde se sédentarise de plus en plus et on le sait que la sédentarité n'est pas bonne pour l'homme. C'est-à-dire que de rester le cul vissé sur une chaise, on n'est pas fait pour ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore adapté pour... Peut-être que dans 1000 ans, on sera adapté à ça. On aura développé un système cardiovasculaire propice à la position assise, etc. Mais aujourd'hui, notre corps n'est pas fait pour rester le cul vissé sur une chaise. C'est-à-dire que c'est une évolution. On demande au corps d'évoluer trop rapidement. J'entends des gens autour de moi qui me disent oui, mais le corps s'adapte, le corps évolue. Oui, non, mais attends, mais pas sur l'espace de ta vie. Hein. Toi, tu vas être tu vas être balayé par ça. Hein. Ça sera c'est même pas tes enfants. Enfin, c'est l'évolution, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est sur je dis milliers d'années, mais ça doit être encore plus que ça. Donc voilà. Faudrait que si un chercheur en évolution passe par là, qui mette le timing exact entre deux évolutions, on va dire au niveau corporel, physiologique. Évidemment, au microscope ou sur des petits pourcentages à petite échelle, ça doit commencer à se percevoir, mais ça doit être... Et je parle pas là de l'épigénétique. Hein. Je parle vraiment de la modification de l'espèce par rapport à une situation, quoi. Bref, pourquoi je raconte tout ça ? Oui, parce qu'en fait, on verra de plus en plus de papiers sortir sur les bénéfices de l'activité physique pour tous les domaines de la vie, étant donné que la sédentarité s'installe de plus en plus. Un petit peu comme on voit de plus en plus d'avantages à suivre une diète de type méditerranéenne, qui est une diète qui ressemble à ce qu'on aurait pu manger jusqu'à aujourd'hui avant l'ère industrielle dans les pays méditerranéens, donc là où l'espérance de vie est entre guillemets la plus longue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le simple fait de se rapprocher de cette alimentation-là nous distance de l'alimentation moderne qui est, on le sait, responsable de beaucoup de pathologies. Alors, je crois que c'est 7 décès par maladie sur 10 sont liés à des problèmes de surpoids, de mauvaise alimentation et tout, comme l'hypertension, le diabète, les maladies cardiovasculaires, etc. Et pourraient être évitées si on avait une alimentation plus saine, quoi. Bon, après, au chic, vous leur faites dire ce que vous voulez, hein. Mais bon, ça m'étonnerait pas qu'on soit un peu dans le juste, hein, parce que souvent, regardez autour de vous les personnes qui sont vraiment en mauvaise santé, globalement. Hein. Est-ce que ce sont des sportifs de haut niveau ? Est-ce que ce sont des personnes qui font de l'exercice régulièrement ? Est-ce que ce sont des gens qui mangent sainement et tout ça ? Alors, vous allez toujours trouver un contre-exemple. Évidemment, c'est normal. Malheureusement, c'est un peu le coup du sort qui permet à tous ceux qui font mal de continuer à mal faire. Mais globalement... regardez dans votre famille ceux qui ont vraiment des pépins de santé, regardez leur hygiène de vie, vous trouverez certainement des petits liens de cause à effet. Bref, en intégrant une activité physique quotidienne, les individus peuvent atténuer les effets indésirables d'un mauvais sommeil. Moi, ce que je trouvais assez intéressant, c'est de resynchroniser l'horloge circadienne. C'est-à-dire que vous avez plusieurs choses pour régler votre horloge circadienne. J'ai fait des papiers là-dessus. Des papiers, c'est pas des papiers, c'est des vidéos là-dessus que vous retrouverez sur mon site. Mais il y a plusieurs manières de régler son rythme jour-nuit, notamment l'exposition à la lumière tôt le matin, donc au réveil, d'avoir une rythmicité des repas cohérente et durant la journée, et d'avoir aussi du sport durant la journée. Mais tout ça, faudrait que ce soit pas ponctuel, mais mis à des moments, à régulariser tout ça. Alors, je sais qu'aujourd'hui, c'est la mode de dire de casser la routine, etc. Alors, casser la routine dans tout ce que vous voulez, mais pas sur le rythme des repas, pas sur le sommeil et pas sur le sport. Après, sur le reste, vous faites ce que vous voulez pour mettre du piment dans votre vie, parce que c'est la mode. Mais sur le reste des choses, essayez de garder un rythme, parce que c'est ce rythme-là qui permet d'avoir notamment un bon sommeil. Parce que si un coup vous mangez à 23h, le lendemain à 19h, le lendemain à 20h, le lendemain vous faites votre sport le soir, puis le surlendemain le matin, puis après le midi, en fait votre corps n'arrive pas à s'adapter à ça. Et voilà quoi. Il faut juste le savoir parce que si vous faites du sport, vous allez augmenter la qualité de votre sommeil. Alors,
j'ai pas envie de vous expliquer dans les détails pourquoi le sport en fin de journée n'est pas super bon. Beaucoup pensent que ça excite, ça rend nerveux et tout. La bonne réponse, c'est la température du corps. C'est-à-dire que le sport, quand vous faites du sport, vous augmentez, un peu comme quand vous avez de la fièvre, votre température. Pour dormir, vous avez besoin de baisser votre température, à peu près d'1 degré. Il y a des personnes chez qui la température qui s'élève post-entraînement, donc durant l'effort et après l'effort, met du temps à baisser. Donc ces personnes-là vont avoir du mal à s'endormir. Mais il y a des gens chez qui ça se régule bien. Moi, par exemple, j'ai pas de problème. Je peux m'entraîner fin de journée, je peux m'endormir comme une crêpe sans problème. Donc voilà, c'est juste, c'est surtout ça qu'il faut savoir, quoi. Faut aider son corps à récupérer une température plutôt basse, quoi. Enfin, l'aider à perdre 1 degré pour réussir à bien s'endormir. Bon, ce week-end, vous avez dû voir que j'ai sorti quelque chose qui s'appelle Dompter l'hyperphagie. Je vous invite à aller voir ça parce que c'est les dernières découvertes, nouveautés, protocoles que j'ai vus dans la littérature scientifique sur l'hyperphagie. Donc l'hyperphagie étant plus ou moins la même chose que la boulimie sans les stratégies de compensation derrière. Bon, alors, quels sont les risques liés à l'hyperphagie? Donc, prise de poids, obésité à terme, troubles métaboliques, troubles psychologiques, problèmes digestifs, isolement social par rapport à la honte et tout ça. On va voir. Alors, la meilleure thérapie pour ça, je vous le dis tout de suite, c'est la TCC qui a le plus montré d'efficacité sur les TCA. Donc, TCC, c'est thérapie comportementale et cognitive. Finalement, que font le moins ceux qui souffrent de ce genre de troubles, et c'est dommage, et je comprends pourquoi ils ne la font pas, parce que c'est des thérapies de l'action, de l'exposition, et donc du coup de l'inconfort, et comme toute chose inconfortable, et on veut pas les tenter, mais je vous recommande de vous tourner vers ça quand même, parce que ça va remettre enfin bon voilà, je suis pas un spécialiste là-dedans, mais allez voir les TCC si vous souffrez de troubles du comportement alimentaire, et moi je viens me greffer en plus de ça, c'est dans le mode de vie. Dans le mode de vie, je vais vous parler là de pas mal de petites choses, notamment de 3 acides aminés contre l'hyperphagie nocturne, parce qu'on parle aussi de la bouffe que vous mangez à outrance dès que le soleil est couché. Un petit peu comme si, dès que la nuit arrivait, vous vous transformez en zombie carnivore de tout un tas de saloperies. Eh ben, on va en parler de ça. Et je vous ai mis le lien dans les notes de ce podcast qui s'appelle Dompter l'hyperphagie, 5 solutions efficaces à découvrir. Donc voilà. Et je vous ai mis un 5e lien pour tester votre métabolisme de base avec un petit calculateur qui se trouve au début de l'article. Donc pareil, vous aurez le lien en 5e point dans les notes de cette émission. L'émission se termine là-dessus. Allez voir tous les sujets et les résumés dans les notes. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu,
Tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.